Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est très heureuse de te recevoir au micro du Job Show. Jules, donc tu es le fondateur d'Extra Student, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous deux, India et Jade, de me recevoir. On est très contents de t'avoir. Donc juste pour rappeler un peu à nos auditeurs, tu as créé le réseau social Extra Student qui permet aux étudiants de partager leurs fiches un peu scolaires, de s'entraider pour justement, ton but c'est un peu de combler le manque d'informations qu'il y a sur l'éducation et justement d'éviter le décrochage scolaire. Voilà. Donc on a un petit projet qui se lie, donc la transmission de l'information pour les jeunes. Donc on est très heureuse en tout cas aujourd'hui de te recevoir au micro du Job Show. Très heureux. Et si on revient un peu sur la jeunesse de ton projet, comment ça t'est venu Extra Student, l'idée, ça sort d'où ? T'as toujours été intéressé un peu pour les questions d'éducation ? C'est quelque chose qui te tenait à cœur ? J'ai été intéressé comme tout lycéen qui se questionne sur les cours qu'on lui prodigue qui datent de 5 ans avant ton année d'études, alors que toi tu comprends un peu le monde qui t'entoure, t'essaies de comprendre et de mettre en relief tes cours avec l'actualité, et j'avais jamais vraiment compris pourquoi le programme avait beaucoup de retard sur le monde qui m'entourait. Donc à cette époque-là, déjà j'étais au lycée, j'avais déjà commencé à me questionner sur plein de phénomènes liés à ce qu'on nous enseignait. Et donc c'est venu de ça, c'est plein de questionnements que j'avais quand je suis rentré au lycée. Et après c'est surtout venu du Covid, de la période de confinement qui a laissé une grande partie des élèves de l'époque sur le banc, qui n'avaient plus de suivi scolaire, qui décrochaient. Et donc je me suis dit que c'était le moment d'agir. Et voilà, j'avais une petite idée qui me trottait en tête depuis un bout de temps, qui était de créer en gros un grand site de partage de fiches. Et si on se replonge dans la période du Covid, il n'y avait pas ChatGPT, toutes les plateformes de ressources scolaires étaient payantes, du DigiSchool, toutes ces plateformes-là. Donc nous, on était l'une des seules gratuites. Et notre gros plus, c'était qu'on était une plateforme de pairs. Donc c'était des élèves, fait par des élèves, pour des élèves. Ça plaisait beaucoup. L'idée de la communauté et l'entre-soi, ça plaît beaucoup, en tout cas pour l'audience lycéenne étudiante. Donc tu as monté Extra Student pendant le Covid, donc tu étais en études. Fini... J'étais au lycée. Tu étais au lycée, ok. Fin de terminale. Et du coup, après, tu as fait des études. Tu étais à l'IE ? Et après, j'ai commencé un cycle d'études. Donc, je cherchais une école qui puisse me permettre de continuer mon projet. Mais je suis finalement parti à l'IE parce que l'école m'offrait une bourse. Que j'ai beaucoup aimé leur ambition. À l'époque, j'avais parlé avec une conseillère d'admission qui m'avait vendu une grosse ambition, qui est franchement celle qui délivre aujourd'hui. Donc, c'est une école qui va faire beaucoup de bruit dans les années à venir et qui est en train de devenir vraiment très grosse. Et donc, le projet m'avait parlé et puis je savais que j'aurais pu commencer en ligne. Déjà j'étais obligé parce que le Covid ne permettait pas qu'on ait cours en classe, et que même demain si mon projet devenait pérenne, j'aurais pu avoir des adaptations au niveau de mes cours. Donc je trouvais ça assez souple, et donc j'ai choisi l'IE. Mais du coup, tu as quand même décidé d'arrêter tes études au bout de la deuxième année ? Fallait être sûr que ton projet allait marcher et tout quand même. En fin de première année. C'est un risque. Ouais, c'est un gros risque, c'est un énorme risque. Quand je repense à cette période-là, je me dis que c'est quand même un énorme risque. Mais même t'annonces un peu à tes parents, j'arrête mes études, je me focus sur ma boîte. Faut être sûr que. C'était très particulier. C'était une j'imagine. période très 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 particulière. Déjà moi, quand je suis arrivé en cours à l'IE, quand je suis arrivé sur le campus, je me suis directement mis dans une posture, dans la posture d'un créateur de projet avant d'être dans celle d'un étudiant. Je me levais super tôt le matin, je structurais ma journée, je m'étais mis dans une routine en fait mentale, et puis mon agenda a été structuré de la même sorte. Très discipliné du coup. Ouais, hyper discipliné. Alors que franchement, quand j'y réfléchis, j'avais pas grand chose à faire par rapport à mes journées aujourd'hui. C'était assez tranquille. Mais je voulais me mettre dans une posture qui me prépare à d'éventuelles je sais pas moi, mais d'éventuelles progressions ou un éventuel gros changement quoi. Et je me suis vraiment pris au jeu. À ce moment-là, je relance une seconde version de ma plateforme avec un forum cette fois de discussion qui permettait aux étudiants, à cette époque-là on avait un peu moins de lycéens, de discuter entre eux, et ce forum a très bien marché. Et donc j'étais quand même très sollicité par la maintenance du forum, modérer les contenus qui étaient diffusés sur la plateforme. Et comme
la période du Covid était une période très particulière parce que les gens ne se voyaient plus, donc les médias mettaient en avant plein d'initiatives solidaires de gens qui en fait étaient chez eux, quoi. J'avais été un peu médiatisé à cette époque-là, ce qui m'avait permis de rencontrer un tas de gens. Tous les politiques étaient chez eux, ne faisaient plus rien, donc ils étaient, toute la journée ils cherchaient des petites initiatives à relayer. Pour montrer pour montrer qu'ils étaient actifs et qu'ils soutenaient des projets, quoi. Donc j'ai rencontré un tas de gens en visio et ça m'a permis de mieux comprendre le monde dans lequel j'étais, la société dans laquelle j'étais, les opportunités aussi que j'avais. Et donc au bout de quelques mois, j'avais rencontré pas mal de gens, mon projet avait bien évolué, j'avais commencé à me construire une vision produit qui était plutôt solide. Et je me suis dit que, en fait, si je voulais vraiment développer mon projet, les études, ça n'allait pas avec le projet que j'avais. C'est courageux. Hein. Et donc, il fallait que je fasse un choix. Sauf qu'en faisant ce choix, je suis revenu à Paris. Je n'avais plus de cycle d'études, donc les journées sont rythmées différemment. Je me suis pris... T'as pris 10 ans d'un coup, quoi. Ouais, franchement, j'ai pris 10 ans d'un coup. Ouais. J'ai vraiment pris 10 ans d'un coup. Et tes parents ont réagi comment ? Mes parents, mon père savait pas vraiment ce que je faisais. Enfin, il comprenait pas forcément là où je voulais aller et ce que je faisais. Donc, il m'a dit de toute façon, si tu reviens à Paris, tu nous oublies, quoi. Enfin, maintenant tu te démerdes. Donc, le coup de stress en plus, quoi. Ouais, un peu de coup de stress quand même. Surtout aussi jeune. J'avais une vie beaucoup moins marrante quand je suis arrivé à Paris. J'avais pas d'argent pour sortir, je pouvais pas faire grand chose. Donc je me suis mis à m'acharner sur mon projet, à travailler mon produit, à penser le projet à 4-5 ans. Pareil, j'étais dans un bureau, donc alors que j'étais quand même assez jeune, donc c'était un quotidien assez particulier. Mais ça m'a beaucoup plu, pareil. Et je me suis tellement passionné par l'évolution que je voyais, que je projetais pour le projet. Et l'ambition en fait que je voulais y mettre, que le temps est passé très vite. Au bout de quelques mois, j'avais un projet beaucoup plus solide que celui que j'avais quand j'ai quitté l'université. Je gardais quand même un lien avec mon université. Et le président de l'IE, je suis devenu assez copain avec lui, et le recteur également. Et les deux sont des fans d'Extra Student. En ce moment, on est en train de construire un programme avec l'IE pour les élèves français qui souhaitent faire leurs études à l'étranger. Ah, donc ça s'internationalise du coup. Ouais, un petit peu doucement, mais oui, c'est le but. Et du coup, à cette époque-là, je parlais avec eux de mon quotidien, de ce que je faisais. Voilà, je les tenais au courant et ils sont restés très proches de moi. Donc, et si je veux aller au bout de l'anecdote, le recteur de l'IE, je sais pas s'il serait très très satisfait de m'écouter dire ça, mais je lui avais posé la question juste avant de prendre vraiment ma décision. Je lui avais dit si vous étiez à ma place, que vous étiez passionné par un projet, que ça vous permettait de voir un paquet de gens, que plein d'opportunités se présentaient à vous. Moi, à cette époque-là, quand je sors mon deuxième site, on a vraiment beaucoup de monde. Je rencontre le patron d'un gros groupe d'éducation qui me propose de me racheter la majorité de mes parts et de me salarier avec un salaire très 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 engageant. Vraiment, on refuse rarement sur le salaire, surtout à 19 ans quand on n'a pas d'argent. Donc je lui explique, voilà, j'ai un tas d'opportunités qui se présentent et c'est récurrent. Je vois beaucoup de gens et le projet, j'y crois très fortement. Je vois quelque chose de très ambitieux. Les études ne me permettent pas d'allier et de mettre autant d'engagement dans mon projet. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, les études ou le projet ? Et il m'avait dit, le directeur et le recteur et le doyen de l'université te diraient que les études c'est bien plus important et qu'il faut continuer les études, mais l'entrepreneur que je suis, puisqu'il faisait partie des fondateurs de l'IE, te dirait n'hésite pas une seconde, quoi. C'est le projet et pas le cycle dans lequel tu es. Donc voilà, je suis revenu à Paris, j'ai commencé à bosser, j'ai construit ma vision, je suis devenu beaucoup plus mature sur mon produit, sur la façon dont il fallait que j'organise mes journées, l'équipe qu'il fallait que j'ai, toutes les bases qu'il faut avoir quand on lance un projet un peu ambitieux. Et puis au bout de quelques mois, mon projet marchait vraiment bien. J'ai présenté mon projet à un premier investisseur parce que grâce à ces rencontres, grâce à ces opportunités pendant le Covid, j'avais rencontré des business angels. Je connaissais pas vraiment cet environnement, donc je savais pas forcément comment fallait les aborder. Donc je suis arrivé très sérieusement à mon premier rendez-vous avec un deck, un business plan, alors que je venais pour une somme dérisoire par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir comme projet.
Et ce business angel là, je lui ai vendu ma vision. Alors à l'époque, ça s'appelait Les Solidaires, c'était une toute petite plateforme. On avait juste un forum et un système de partage de fiches. C'était primaire. Je lui ai dit voilà, on va construire la première plateforme d'éducation. Vous comprenez, il y a plus de plateforme d'échange pour la génération Z. Ouais. Quand on veut trouver un contenu, on peut pas trouver un contenu d'un autre élève. Il n'y a pas cette idée du réseau social dans les études sur les thématiques d'orientation. Les écoles ne peuvent pas parler aux élèves. Les élèves n'arrivent pas à parler aux écoles. Il y a un vrai problème de rapprochement. Je veux construire cet outil-là. Je veux être à la source de cette révolution dans l'orientation, dans l'éducation, voilà, bref. En fait, c'est fou parce que t'as vu... Enfin, toi, t'as réussi à mettre des mots sur ce que tout le monde pense... Enfin, ce que tout le monde pensait, ce que tous les jeunes pensaient, étudiants lycéens, tout bas. Ouais, quoi. Je suis pas du tout le seul. On est plein à avoir mis des mots là-dessus. Enfin, vous l'avez mis sur le problème de trouver sa voie, de savoir trouver sa vocation et donc d'avoir les clés pour la choisir, cette voie. Moi, je l'ai d'abord senti sur le problème d'accès à la ressource scolaire. Et après, ça t'emmène sur plein d'autres chemins qui sont celui que vous avez. Mais c'est quand même fou de se dire que c'était à nous, les jeunes, de prendre ça en main et pas. Alors que normalement, normalement, ça devrait pas être notre job de faire ça. Ouais, mais c'est toujours pareil. Mais parce qu'on est à un moment de notre vie où on est dans le truc. Toi, t'étais au moment de tes études, nous, on est au moment de chercher un taf, tu vois. Donc, exactement. Il y a une certaine corrélation aussi qui fait qu'on est acteur du projet aussi, tu vois. Corrélation et colère des jeunes qui ne sont pas assez assistés. Souvent, ceux qui montent des projets, ce sont des gens qui, à un certain moment, rencontrent le problème et donc se disent en fait c'est à moi de répondre à ce problème-là. Quand tu es très loin du monde étudiant et du monde lycéen, tu rencontres pas ce problème-là. Et même si tes enfants t'en parlent, c'est pas une priorité. Donc en fait, c'était justement à nous de prendre en main ces problèmes-là, de s'en saisir. Et preuve est, si vous commencez à développer fortement votre projet, vous allez voir que beaucoup de personnes assez importantes dans les milieux de l'investissement, dans les milieux du business, sont très intéressées par les jeunes projets portés par des jeunes. Ouais. Parce que ce sont des projets sur lesquels ils aimeraient se placer, mais ils n'ont pas la connaissance pour le faire, ils n'ont pas le bon positionnement. Et après, ils apprécient aussi de voir cette passion, cet engagement tôt. Donc, je pense que c'était à nous en fait de justement prendre tout ça en main. Et on a bien fait de faire ce qu'on a fait, parce que vous, ça vous a permis de rencontrer des tas de gens et de faire des rencontres. Et d'avoir des échanges passionnants et moi ça me permet de vivre aujourd'hui de ce que je fais, donc je pense qu'on peut se souhaiter que ça continue, mais donc voilà, je rencontre cet investisseur là pour faire bref et je lui parle de tout ça et sans vraiment me poser trop de questions. Donc c'est que le pitch avait été plutôt engageant. Il m'a dit écoute, je te donne tant, je sais pas ce que t'en feras parce que t'as aucune base en gestion d'un business, t'as aucune base en finance, t'as aucune base en comptabilité, je sais même pas ce que c'était qu'un bilan, je savais pas comment gérer 1000 euros, donc imagine plusieurs dizaines de milliers. Il savait que j'étais incompétent, mais je souhaitais pas montrer cette incompétence pour avoir un minimum de sérieux et il m'a fait confiance et je pense que déjà il croyait pas que le projet, je pense qu'il pensait pas que ce projet se développerait comme ce qu'on a pu avancer jusqu'ici. Ouais. Mais si t'es curieux et que si tu montres que t'es curieux et que t'as envie d'apprendre, tu vois. Mais il croyait en la vision. Il croyait en la vision et restait à lui prouver que j'étais fiable, quoi. Ouais. Je crois que la qualité la plus importante pour avoir croisé du coup un paquet de mecs et de meufs qui ont des projets, qui ont des ambitions très fortes, c'est la fiabilité en fait. C'est du moment que t'es fiable, les gens te suivront, que ce soit tes clients, tes investisseurs, les banques, sur l'argent que tu veux demander, dont tu auras besoin. C'est très important d'être très fiable. Quand il y a des moments faibles, de le dire, voilà, d'expliquer que en ce moment, je sais pas, on arrive moins à adresser notre clientèle, c'est plus compliqué, le marché répond moins bien à notre service. C'est être transparent. C'est être transparent, voilà, d'avouer qu'on est dans une situation qui est
pas très agréable lorsqu'on a un moment faible, mais aussi de savoir proclamer victoire lorsqu'on vit des moments incroyables et que le chiffre d'affaires se développe, que la croissance est bonne. Le problème qu'ont un paquet d'entrepreneurs quand même dans notre écosystème, c'est que ça va toujours bien. Enfin, si vous connaissez quelques mecs qui entreprennent, ça va toujours bien. C'est-à-dire que dès que tu demandes à un pote, alors ça se passe, écoute, c'est génial, on ouvre un nouveau marché, on n'a jamais été aussi bien, on recrute à tour de bras. Enfin, souvent les gens vont très bien. Et en fait, tu peux aller très bien auprès de tes amis, auprès d'une certaine base de gens que tu as envie, auprès de qui tu as envie de prouver. C'est génial si tu t'assumes comme ça et si tu te développes comme ça, personnellement, c'est tant mieux. Mais auprès de tes investisseurs, auprès de tes clients, auprès des gens qui vont voir concrètement ce que délivre ton service et s'il est sérieux ou non, il faut savoir dire, là en ce moment, vous avez des mauvais résultats parce que nous, on va pas bien, mais on va comprendre ce qui se passe, on est en train d'essayer de régler ça. Il faut savoir être transparent et fiable. Je pense que c'est important. Mais ça, du coup, donc les qualités et les inconvénients, enfin les qualités, avantages, inconvénients, on en reviendra un petit peu plus tard. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur ce que je nous disais tout à l'heure. Donc toi, t'as arrêté l'IE, donc t'as arrêté tes études. Mais après, t'as fait une formation. Du coup, dans un institut qui s'appelle le Collège Citoyen. Toi. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié cette période-là, mais oui. C'est important. Mais c'est important parce que c'est très intéressant. J'adore en parler, donc avec plaisir. C'est un institut de formation gratuite qui a été créé par plusieurs personnalités publiques telles que, je crois qu'il y a l'artiste JR, Thierry Cotillard, qui est du coup donc c'est le fondateur de président d'Intermarché. Intermarché Netto. Et donc qui propose des cursus de 200 heures, c'est ça, pour développer un projet d'engagement citoyen. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de cette formation? Parce qu'on n'est pas du tout au courant. Moi, je connaissais pas du tout avant. Moi, je connaissais pas du tout. Et justement, ton expérience au sein de cette école et comment ça fonctionne. Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? J'apprécie que tu soulèves ça parce que souvent, on me pose jamais la question de ce que m'a apporté le collège. Et le collège, ça a été ma meilleure expérience de vie jusqu'ici. Waouh! Ouais, franchement, le collège a été un moment pour moi. De toute façon, pas le collège. Oui. Mais le collège citoyen a été un moment incroyable pour moi. Donc, le collège citoyen, moi, je le découvre sur Facebook. Je vois une vidéo brute de JR, de Thierry Cotillard, d'Edouard Bergeon, de Dominique Versini, qui sont les fondateurs, qui expliquent que la politique aujourd'hui ne parle plus aux gens qui font, aux gens de terrain, parce que les politiques sont détachés complètement de la vie réelle, de la société civile. Et donc, qu'au lieu de s'en rapprocher pour s'y intéresser et s'engager nous aussi pour essayer de changer un peu les choses, on s'en éloigne en réfutant le pouvoir politique, l'impact que ça a, etc. Donc, il part de ce constat-là pour créer le collège citoyen. Et à ce moment-là, je vois passer une vidéo qui explique cette genèse. Et moi, je suis en train de quitter l'IE. Je trouve ça un peu dommage de sortir complètement du monde de la formation parce que je n'ai rien qui peut me rattraper à côté de mon projet. Donc, c'est très dangereux. À l'époque, mon projet, c'est 0 de chiffre d'affaires. C'est quelques milliers de membres, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. L'audience lycéenne et étudiante est très, très, très nomade. Donc, tout peut s'arrêter. Je connais des gens, certes, mais j'ai encore rien prouvé. Donc je veux vivre des expériences de formation, je veux m'inscrire dans des formations, dans des expériences qui me perturbent, qui me brusquent. Et je trouve donc cette vidéo du collège et je me retrouve complètement dans le constat. À l'époque, je rencontrais un tas de politiques, des députés européens, des députés, des maires, des présidents de région et je voyais le détachement mais complet qu'ils avaient à l'égard de ce qu'on faisait nous, que ce soit dans nos projets, dans nos quotidiens, et des constats qu'on faisait. Eux, ils étaient pas du tout à l'heure sur les sujets qu'on couvrait, et notamment le sujet éducatif que moi je couvrais, et donc j'étais cruellement déçu. En plus, souvent les politiques te font miroiter que moi on m'avait dit c'est simple, ton projet il est top, on va le mettre dans l'ENT de tous les ordis de telle région. C'était que ça commençait à devenir très gros sur le papier. Et en fait, quelques semaines après, vous comprenez, le sujet n'est plus d'actualité, donc on va repousser ça. Repousser, ça veut dire fermer le dossier. Donc j'avais été très déçu. Le terme gentil, repousser. Ouais. Donc j'avais été très déçu par pas mal d'expériences et j'ai trouvé le constat extrêmement juste et je me suis dit, voilà, c'est ça le message qu'il faut porter, c'est que bien sûr qu'on s'épanouit plus dans un schéma privé, c'est tellement plus libertaire, le schéma est beaucoup plus libéral.
Mais il ne faut pas oublier que l'impact qu'a le politique nous touche tous, qu'on soit entrepreneur, patron d'une association, patron d'une PME, qu'on soit artisan, qu'on soit... ça touche tout le monde. Et nos vies en dépendent. Aujourd'hui, on le voit parce que la dette est abyssale, le pays va extrêmement mal. Donc on commence à rattraper certains de nos droits, à nous retaxer sur des trucs sur lesquels on pensait jamais être taxé. On voit que l'incapacité et l'incompétence politique nous touchent tous et nous touche financièrement, nous touche... dans l'éducation en premier aussi. Hein. Et dans l'éducation en premier. Parce que quand on coupe les budgets, on coupe les budgets pour l'hôpital, on coupe les budgets pour l'éducation, donc on coupe les budgets pour tout ce qui fait vivre le pays et tout ce qui crée les Français de demain, les citoyens de demain. Exactement, pour tout ce qui est développement, recherche, enfin, j'allais dire recherche et développement, mais même essayer de nouvelles choses dans les écoles, tester de nouvelles politiques, fournir du matériel pour les élèves qui en ont besoin. Exactement. Non, c'est sûr, ouais. Mais c'est marrant parce que le collège citoyen, moi je connaissais pas du tout. Enfin, on entend souvent parler du wagon pour le coding, et ça en fait c'est un peu un wagon mais version en gros, politique le pitch c'est l'ENA du terrain. C'est 50 personnes chaque année comme à l'ENA, comme à l'INSP. 50 personnes qui viennent du terrain, donc des patrons d'associations, des cuisiniers, des boulangers, des pompiers, des policiers, des professeurs des écoles, des footballeurs. Enfin, moi, dans ma promo, j'avais des gens tellement différents, c'était complètement dingue, qui se réunissent 200 heures dans l'année et qui travaillent sur leur projet citoyen, sur leur projet politique, avec des personnalités politiques très connues. Alors vous me direz, oui, mais comment construire un nouveau monde politique avec ceux de l'ancien monde ? Parce que ceux de l'ancien monde, quand ils nous parlent à nous, il n'y a pas de caméra. Personne ne sait ce qu'ils nous disent et donc en fait, ils avouent leur erreur. Ils expliquent que le système merde à plein d'endroits et donc que c'est là qu'il faut aller taper. Et donc on a des témoignages très francs de gens qui ont vécu l'État et qui nous expliquent comment, si demain on veut s'y engager, comment faire pour réellement réussir. Donc, toi, la politique, ça t'intéresse quand même pas mal. Ça m'intéresse pas mal parce que l'éducation nous oblige à nous confronter à des politiques tout le temps. Et puis l'entrepreneuriat, c'est sujet à plein de règles. On est dans un champ de réglementation qui est immense. Moi, par exemple, je traite de la data, donc je suis soumis aux règles RGPD. J'ai des jeunes, j'ai pas de jeunes de moins de 15 ans, mais si je venais à me développer sur la cible collégienne, je devrais me conformer à la réglementation sur les utilisateurs de réseaux sociaux de moins de 15 ans. Bref, il y a plein de lois qui font que je suis pas libre de faire tout ce que je veux. Et ça, c'est le politique qui impose cette règle. Donc je trouve que c'est important de s'y intéresser. Toi, avec Extra Student, t'as quand même pris vachement de risques super tôt. Et donc maintenant, vous êtes 10 employés déjà chez Extra Student. 9, ouais. Et t'as 22 ans, mine de rien, donc c'est quand même ouf. Et franchement, bravo pour ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu gères ton emploi du temps, comment tu arrives à gérer tout ça, du coup à 22 ans, peut-être aussi gérer des employés, manager des équipes et des gens qui sont peut-être plus âgés que toi, tu vois, et te faire une crédibilité. Ouais, te faire une crédibilité au sein de ta boîte et en fait driver ta boîte, tu vois, dans ce monde fou. Bien sûr, ouais. J'ai 21 ans, j'aurai 22 ans le 1er décembre, si vous souhaitez me le souhaiter, avec plaisir. Souhaitez-lui. Mais en fait, ce qu'il faut faire comprendre à ton équipe lorsque tu es dans un projet comme le nôtre, c'est que personne n'est au-dessus d'un autre. C'est-à-dire que si on a choisi de faire partie de la même équipe, c'est qu'on est tous au même niveau. Aujourd'hui, on n'a rien prouvé. Oui, on a une appli qui marche, on a une plateforme qui séduit, on commence à avoir un grand réseau de partenaires, on commence à faire un beau chiffre d'affaires, on commence à se développer. Ça commence à bien se passer sur le papier. Mais on n'a rien fait pour l'instant. Il n'y a rien de très tangible. Il y a des mastodontes à côté de nous. On est tout petit. Et donc moi, c'est ce que j'explique quand je recrute. J'ai une équipe qui est plus âgée que moi. J'ai des salariés qui sont des quarantenaires. On rigole beaucoup d'ailleurs avec eux de ça parce qu'on est quand même dans une boîte qui est assez jeune à la base. Mais quand tu leur dis en fait, si toi tu m'as contacté, c'est que tu es motivé par le même projet que moi et c'est que tu sais que pour l'instant, on est nulle part. Si tu assumes comme moi j'assume, je suis le fondateur, mais j'assume qu'on est nulle part. Par rapport à ce que je projette, on est nulle part. Donc je me vois pas là où je ne suis pas. Je considère pas que je suis quelqu'un d'autre. Je suis là où je suis, c'est-à-dire pour l'instant je suis patron d'une boîte qui est correcte, qui commence à se développer, mais t'es au point X. On est au point X. Et moi justement, je dis aux gens, écoutez, moi je ne peux rien faire sans vous.
Mais vous non plus, parce que vous venez de candidater à cette offre-là, c'est que vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc considérons que vous sans moi, nous ne sommes rien. Donc composons ensemble, créons un collectif très fort et essayons d'assumer et d'aller vers nos objectifs ensemble. C'est comme ça que moi j'ai construit un peu mon équipe. Donc personne ne se croit plus fort qu'un autre. On écoute l'avis de tout le monde. On a des stagiaires en été, même en ce moment on a un stagiaire. Les stagiaires ont autant leur mot à dire que moi ou que leur N+1. L'idée c'est de créer un collectif qui se nourrisse des compétences et des expériences de chacun. Donc voilà comment j'ai créé un peu vous travaillez main dans la main, chacun apporte sa pierre à l'édifice aussi, vous montez un projet tous ensemble quoi. Parce qu'ils changent des trucs traditionnels où c'était ton patron, c'est pas une pyramide. Où la hiérarchie est hyper importante et là c'est même plus une question de hiérarchie, c'est tout un pied d'égalité où chacun a son mot à dire quoi. Voilà. Vous n'êtes pas en vertical mais vous êtes en horizontal. C'est ça. En revanche on a une grosse politique du résultat. On a tous les salariés ont des smart objectives, donc il y a un objectif sur le long terme. Voilà ce qu'on veut avoir comme résultat, mais à la semaine aussi, on a tous des objectifs. Et à la fin de la semaine, le vendredi, on doit faire un petit résumé de notre semaine, les points forts de ma semaine, les points faibles de ma semaine, mes faiblesses, ce que j'aimerais faire de mieux la semaine prochaine pour c'est bien aussi, commencer à vraiment s'entrevoir dans son travail et commencer à comprendre en fait qui l'on est lorsqu'on travaille. En fait, je suis pas très récurrent dans mes tâches. Je sais faire une tâche bien, mais celle d'après, je la fais moins bien. Donc il faut que je priorise certaines tâches à un moment où je suis productif et que j'en mette d'autres moins importantes à un moment où je le suis moins. L'idée c'est de faire comprendre à beaucoup de gens qui ont du mal à se trouver dans leur travail que c'est pas grave d'avoir un mode de fonctionnement différent d'un autre, mais qu'il faut réussir quand même à exécuter toutes ces tâches et à faire autant que son voisin, sinon ça crée des distorsions et c'est pas bon pour l'ADN de la boîte. Et donc chacun a sa méthode en fait de travail. Et ça c'est un truc peut-être pour nos auditeurs qui ont un petit peu de mal, même au sein de leur métier, à atteindre leurs objectifs. Peut-être qu'il faut aussi changer leur façon de travailler et s'adapter aussi, parler, communiquer, ouais bien sûr. Ouais. Toi c'est vrai parce que tu communiques avec tes équipes. Ouais. Enfin vous avancez ensemble, c'est ça qui est ouf. Beaucoup. Je trouve ça bien d'avoir des objectifs fin de semaine. Ouais, après c'est venu plus tard, hein. Au début c'est la catastrophe, hein. Nous on avait beaucoup de problèmes de travail en équipe, je savais pas manager, ça s'apprend, c'est un métier, je me suis rendu compte de plein de problèmes en interne, mais la clé en fait c'est d'être constamment avec tes équipes. C'est d'être, c'est pas de perdre ton temps à aller déjeuner avec un tel, à passer une après-midi. C'est pour ça que quand je vous ai dit, quand je vous ai répondu pour le podcast, je vous ai dit que j'en faisais plus trop parce que quand tu te fais prendre au jeu de la pseudo-popularité de certains entrepreneurs, tu peux complètement perdre pied sur la raison pour laquelle on t'invite, c'est que tu as une boîte qui est censée fonctionner. Si tu passes trop de temps à en parler, tu ne travailles plus sur cette boîte-là, tes équipes ne sont plus dans une dynamique qui devrait être celle dans laquelle elles devraient être. Donc c'est la fin de tout ça. Donc le plus important, c'est d'être constamment avec ses équipes, c'est de déjeuner avec elles, c'est de comprendre ce qu'elles vivent, c'est de vivre. En fait, il faut vivre l'aventure avec tes équipes. Il faut pas être en vacances quand elles ne sont pas en vacances. Moi, je prends vraiment quasiment jamais de vacances. C'est pas bien de pas prendre de vacances. Mais c'est très important de pas perdre de vue que la réussite du projet, c'est la réussite de l'équipe. Si t'es pas avec ton équipe, t'es mort. Ah, bien sûr. C'est fini. Si tu pars du bureau, la réussite du projet, c'est la réussite des équipes. Mais complètement. Si tu pars du bureau un peu plus tôt parce que t'as envie d'aller faire une course, parce que t'as envie d'aller boire un verre avec des potes, en fait, il faut montrer l'exemple. Alors ça, je m'en suis rendu compte. Si tu montres pas l'exemple, déjà, même un salarié qui est arrivé au début, qui était super productif, super engagé, super motivé, si toi tu n'inspires plus ce mec-là, c'est finito. Ouais. Il va commencer à devenir un peu plus flemmard, à plus sortir, à être moins engagé. Et voilà. Non, je trouve ça trop bien comme méthode. Et tout à l'heure, tu disais que tu n'acceptais plus trop les podcasts. Mais je pense que tu as accepté notre podcast parce qu'il y a un peu quelque chose qui nous lie. Il y a une... C'est grave parce que moi, transmettre à des jeunes, c'est la raison pour laquelle en vrai je fais mon métier. C'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins, même si aujourd'hui tu as des motivations qui sont aussi financières, aussi de monter une boîte qui marche et donc tu as plein d'indicateurs différents qui rentrent en jeu. C'est la raison pour laquelle le petit Jules de 17 ans a créé Les Solidaires au départ. C'est la raison pour laquelle je serai toujours motivé à laisser une trace et à avoir un réel impact dans le monde éducatif. Et donc je peux pas refuser un podcast comme le Job Show qui s'est attelé à la même mission. Justement, on a un petit parallèle parce que toi, sur ta plateforme, tu as des étudiants post-bac, donc qui sont après le bac, qui peuvent donner des conseils à des étudiants qui sont en train de passer le bac ou qui vont passer le bac. Nous, on a un peu cette chose-là. Moi, je fais de la com, je préfère parler à quelqu'un qui a 30 ans dans la com que quelqu'un qui a 70 ans. Donc, il y a cette transmission, toi, des étudiants pour les étudiants. Nous, c'est des jeunes pour les jeunes.
Et donc il y a cette question aussi de la transmission du savoir, je pense, qui est hyper intéressante et c'est ce qui nous lie et je trouve ça trop stylé en vrai. Justement, c'est plus facile aussi d'avoir des infos. Il y a un circuit qui est beaucoup plus court. De jeune pour jeune, c'est plus court. Je kiffe votre duo par ailleurs. Vous me faites penser à Elise Goldfarb et Julia Layani. C'est énorme. J'adore Julia Layani, vraiment. C'est pas la première fois qu'on me le dit, mais c'est des meufs qui nous ont inspirés aussi. Ouais, vraiment. C'est normal, elles sont énormes. Elles sont vraiment excellentes. Je vous souhaite d'avoir le même avenir qu'elles parce qu'elles marchent vraiment bien. Ouais, on leur souhaite aussi. Écoute, nous on est sur la bonne voie. On espère. On a fait des recherches, justement, on a vu que un jeune sur 4 qui avait pas fait les études qui lui plaisaient allait décrocher après. Enfin, tu vois, donc il y a un lien. Un jeune sur 4 se réoriente, ouais. Ouais, c'est ça, se réoriente. Que je donne toujours aussi, c'est énorme quand même. C'est énorme, c'est de l'argent perdu, socialement c'est abattant parce que tu pars dans une voie, tu le dis à tes proches, donc on te catégorise comme futur médecin, futur avocat, futur machin, et puis en fait tu te rends compte à force d'expérience que c'est pas ton truc du tout, et donc tu te réorientes, tu perds 1 année, 2 années. Et l'œil des gens est important dans cette société, donc tu te braques aussi par rapport à ça, donc c'est dramatique, ouais. Mais comment tu penses qu'on peut un peu faire face à ce problème de réorientation ? Aller sur Extra Student, quoi. Ouais, déjà. Non, mais écouter le Job Show. Non, voilà. Mais exactement, ouais, franchement, je propose qu'on termine là-dessus. Non, il faut plus de transparence sur les quotidiens de ceux qui pratiquent certains métiers dont on idéalise en fait la forme. Il faut plus de transparence sur les formations, ce qu'elles comportent, ce vers quoi elles amènent. Il faut de la transparence en fait. La transparence des expériences aussi qui soient partagées, d'où l'idée du Job Show, d'où l'idée d'Extra Student. Moi, ceux qui partagent leurs expériences étudiantes à des jeunes lycéens, je peux pas les remercier autant que leur service, qui est juste complètement dingue. Donc il faut de la transparence et du partage d'expérience. Ouais. Mais tu vois, nous on le remarque tous les jours dans notre podcast, dès qu'on interviewe des gens. Mais c'est fou à quel point. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur certains métiers. Et ensuite, quand tu les entends parler de leur métier, du coup, en toute transparence, et qu'ils nous expliquent vraiment comment ça se passe, mais parfois, je suis à des années-lumière de me dire, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe là, dans ce métier-là. Et en fait, tu connais un univers qu'on connaît pas. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'importance de la transmission d'informations. La transparence. Non, mais la transparence, en vrai, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est la clé. Ouais. Tu peux pas te lancer bien si t'es pas au courant de toutes les bases, si t'as pas toutes les bases, enfin sinon tu te trompes, tu te réorientes et oui, mais d'où tu casses la gueule, quoi. D'où aussi je trouve l'importance de notre génération de s'entraider, parce que je trouve que notre génération on est hyper ouverte justement à l'entraide. Les jeunes on est vraiment prêts à se donner des bons filons, à s'aider, en fait, maintenant, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, on a la flemme d'aller voir notre directeur, notre manager et de lui poser des questions. On se dit, bon, je vais aller toquer à la porte à côté, mon pote, mon cousin, mon truc, et lui poser des questions. Et justement, c'est ce qui fait aussi vachement vibrer notre génération, c'est ce lien. Ouais. Et t'en penses quoi, toi, de notre génération, du futur de notre génération ? Surtout, tu disais que la France, en ce moment, va pas très bien. Mais il y a un potentiel dans notre génération. C'est un propos politique. Écoutez, la France va très mal. On nous a souvent dépeint comme une génération canapé. Pendant le Covid et post-Covid, beaucoup de journalistes et beaucoup d'essayistes disaient qu'on était une génération canapé. Donc il y a eu la révolution post-Covid qui a pris le pas inverse en disant non, c'est une génération très engagée. Preuve est qu'aujourd'hui, tous les projets que je connais, moi, sont des projets qui ont un impact. J'ai un ami qui est en train de monter un groupe média, c'est un groupe média qui prône le débat, qui prône l'ouverture sur plein de thématiques. C'est un média qui aussi ouvre les yeux de plein de gens sur la beauté du patrimoine français, sur le fait qu'il faut le préserver. Bonjour Valorant. Mon petit Valou. J'ai d'autres copains qui montent des projets et à chaque fois c'est des projets impactants qui pensent à demain et qui veulent construire un monde meilleur. Donc preuve est que cette génération est terriblement engagée, terriblement fait front aussi aux anciennes pratiques, aux anciens usages qui ont soit détruit la planète, soit détruit des vies, soit construit un monde du travail pas sain du tout. Donc sans faire de propos politiques, je pense qu'on a une génération qui s'intéresse
suffisamment au sujet important qui sont quid de l'avenir de notre planète, quid de l'avenir des jeunes qui ont une éducation qui est moins qualitative que d'autres. On pense beaucoup plus aux autres qu'on pense à nous en fait, et l'altruisme dont elle fait preuve amène, je trouve, à être très respectueux envers notre génération, et je pense que beaucoup de gens qui nous dépeignent comme une génération canapé, mauvaise, flemmarde, devraient s'en inspirer. On reprend notre vie en main finalement. Complètement, ouais. Non, t'as raison. Notre vie, notre avenir, on pense beaucoup plus à ceux qui vont nous suivre aussi. Ça, c'est quand même, c'est une révolution. Les gens que j'ai rencontrés moi qui sont un peu plus vieux que nous pensent pas vraiment à nous. C'était que leur vie, leur quotidien, leur bonheur, leur confort et leur retraite. Ce qui viendra après, écoute, ce sera votre merde quoi. Ouais. Et justement, en parlant de ce qui vient après, toi tu te vois où dans 5 ans? Et où est-ce que tu vois Extra Student dans 5 ans? Si je dois avoir une espèce de carrière d'entrepreneur, je dirais écoute, je serai le plus gros acteur de l'éducation. Chaque jour suffit sa peine, moi je pense. Ouais, l'école de la vie, j'ai pas besoin de ça. Non. Président de la République. Non. Où est-ce que je me vois? Déjà, j'espère continuer à exercer ce que je fais avec autant de passion. Parce que c'est ce qui fait que je pense que je suis assez compétent, et c'est ce qui fait que j'arrive à travailler autant, que j'arrive à ne pas compter mes heures et à considérer en fait que mon quotidien est un quotidien très plaisant finalement. Pas oublier qu'on se paye pas énormément dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc si on calcule au prorata de l'heure, on est très mal payé. Donc on compte pas sur ça. Donc il faut de la passion, beaucoup de passion. Donc j'espère garder cette passion. Je pense la garder parce que j'ai démarré avec un site qui était un site de partage de cours. Aujourd'hui, on devient le plus grand conseil d'orientation en France parce qu'on intègre des écoles pour qu'elles se présentent auprès des lycéens, qu'elles aient une vitrine digitale. Demain, je peux pas encore trop parler de tout ça, mais on va lancer tout un tas d'offres qui vont nous verticaliser sur plein de champs très intéressants, mais toujours dans l'éducation et dans l'orientation. Beaucoup de projets du coup. Beaucoup de projets, donc ça continue à m'irriguer et ça me motive à faire quelque chose de gros. Il se trouve qu'aujourd'hui, si je dois parler un peu plus concrètement de ce que je vois dans 5 ans, il n'y a pas de grand groupe en France d'éducation, il n'y a pas un mastodonte de l'éducation, de l'orientation. Comme ce que tu pourrais avoir dans les transports, comme ce que tu pourrais avoir dans le numérique, il n'y a pas. Alors qu'il y a plein de petits des acteurs. Énormes groupes dans l'enseignement supérieur. Il y a Galileo Global Education, qui est un groupe qui fait 1,5 milliard. Ce que je veux dire, c'est que sur certains domaines, l'enseignement supérieur, l'orientation, il y a des grosses boîtes. Mais personne n'a réussi à cumuler les deux pour en faire un espèce de système qui s'irrigue un pôle. Moi, ça m'intéresse de construire un sujet qui puisse aller dans ce sens-là. Voilà. Et en tout cas, toutes les fondations que j'ai construites, je les construis dans ce sens-là. Voilà. Okay. J'ai pas du tout pour ambition de surcroître et de vendre. Voilà, c'est pas trop mon idée pour l'instant. Nous, on te souhaite le meilleur. Ouais. Et juste dernier mot de la fin, rapidement. Ouais, avec plaisir. Tu parlais de fiabilité, pour conseils pour les jeunes. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les jeunes qui aimeraient bien monter un projet comme le tien et entreprendre. En quelques mots. On m'a beaucoup posé cette question, donc j'ai pas envie de me répéter. Fiabilité, du coup, ce que tu me disais. La fiabilité, c'est terriblement important. Soyez transparent, soyez fiable. N'annulez jamais un rendez-vous. Ça, il faut jamais le faire parce qu'on s'est réveillé trop tard, parce qu'on n'a pas envie d'y aller, parce qu'on a la flemme. Enfin voilà, on est tous pareils. On a tous des moments où on n'a pas envie. On a tous des moments où on a une fuite chez nous, on peut pas se déplacer, on n'a pas envie de laisser notre chien seul. Enfin, je sais pas ce que vivent nos auditeurs, mais on a plein de moments où on se trouve plein de raisons de pas y aller. Ne jamais annuler un rendez-vous. Il y a une phrase anglaise, je déteste faire des anglicismes parce que j'ai pas envie d'être dans ce cliché de l'entrepreneur, mais always show up, c'est très important. Toujours livrer en fait ce qu'on attend de nous, être fiable. Et ensuite, pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, parce que ça, ce serait un message plus dédié à ceux qui commencent leur aventure ou qui sont en plein dedans, ne pensez pas que c'est fait pour les autres. Voilà. On était à votre place, peut-être qu'on le fera un jour parce que notre projet s'arrêtera. Ça n'est pas fait pour les autres. Tous ceux qui entreprennent sont des gens normaux. Tous ceux qui sont devenus professionnels de football, de basketball sont des gens normaux, mais qui ont eu un rêve
et qui ont voulu poursuivre ce rêve. Et donc pour ça, il faut juste du travail. Le talent n'existe pas, hein. On peut avoir une belle idée. Le talent, c'est de l'avoir eu. Donc si vous l'avez, c'est que c'est à vous de la développer et c'est que c'est à vous de vous lancer. Voilà ce que je dirais en mot de conclusion. C'est un beau mot de la fin. Ouais, beau mot de la fin. Ça m'a inspiré. Ouais, moi aussi. Bravo. Franchement, bravo. Ouais, je comprends mieux pourquoi est-ce que Extra Student fonctionne si bien maintenant. Ah ouais, c'est gentil. Écoute, sur tout ce que tu nous as dit, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Surtout, merci d'avoir pris le temps. C'était sur des sujets qui nous tiennent vachement à cœur. Et d'ailleurs, globalement, les raisons pour lesquelles tu as créé Extra Student et nous avons créé le Job Show. Et se rejoignent. Et ouais, bravo d'ailleurs pour le Job Show, bravo. Ouais. Merci. Envoie l'appareil. Ouais, vraiment. Et écoute, on va pas prendre plus de ton temps, mais en tout cas, on espère que les auditeurs ont kiffé. Et puis, on vous invite, si vous êtes encore un peu perdu, aller voir Extra Student. Bien évidemment, à vous rendre sur Extra Student. Sur le web ou sur les stores, on vous accueillera avec grand plaisir. Exactement. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Jules. Merci à vous, Ndiaye Jade.